Relecture. Une émission d'Hubert Juin, réalisée par Anne Lemaître. Aujourd'hui, Villiers de l'Isle-Adam, avec la participation de Pierre Citron, Patrick Beignet et Jean-Claude Renaud. Texte lu par Catherine Sellers, Jean Topard, Denis Manuel. La présente émission de lecture est consacrée, comme on vient de l'entendre, donc je ne vais pas évidemment poser aux auditeurs la question de reconnaître l'auteur dont il va être question, mais je préférerais quand même, avant que nous entreprenions une analyse de cet auteur, une approche, pour être plus modeste, de cet auteur, faire entendre un de ses textes. Un de ses textes célèbres, puisqu'il met en scène Tribula Bonomé, qu'il l'a un peu peut-être gommé, qui est devenu un peu trop peut-être son personnage principal, avec lequel on a peut-être un peu trop tendance à le confondre. Il n'empêche que le tueur de cygnes conserve, je pense, toute une valeur extrêmement percutante et situe très bien notre personnage. Alors je vais dire tout de suite son nom, c'est Villiers de l'Isle-Adam. À force de compulser des tomes d'histoire naturelle, notre illustre ami, le docteur Tribula Bonomé, avait fini par apprendre que le cygne chante bien avant de mourir. En effet, nous avouait-il récemment encore, cette musique seule, depuis qu'il l'avait entendue, l'aidait à supporter les déceptions de la vie, et tout autre ne lui semblait plus que du charivari, du Wagner. Comment s'était-il procuré cette joie d'amateur? Voici. Aux environs de la très ancienne ville fortifiée qu'il habite, le pratique vieillard ayant un beau jour découvert dans un parc séculaire à l'abandon, sous des ombrages de grands arbres, un vieil étang sacré, sur le sombre miroir duquel glissaient 12 ou 15 des calmes oiseaux, en avait étudié soigneusement les abords, médité les distances, remarquant surtout le cygne noir, leur veilleur, qui dormait, perdu en un rayon de soleil. Celui-là, toutes les nuits, se tenait les yeux grands ouverts, une pierre polie en son long bec rose, et la moindre alerte lui décelant un danger pour ceux qu'il gardait, il eut d'un mouvement de son col jeté brusquement dans l'onde, au milieu du blanc cercle de ses endormis, la pierre d'éveil. Et la troupe, à ce signal, guidée encore par lui, se fut envolée à travers l'obscurité, sous les allées profondes, vers quelque lointain gazon ou telle fontaine, reflétant de grises statues ou tel autre asile bien connu de leur mémoire. Et Bonomé les avait considérés longtemps en silence, leur souriant même. N'était-ce pas de leur dernier chant, dont en parfait dilettante, ils rêvaient de se repaître bientôt les oreilles. Parfois donc, sur le minuit sonnant de quelque automnale nuit sans lune, Bonomé, travaillé par une insomnie, se levait tout à coup, et pour le concert qu'il avait besoin de réentendre, s'habillait spécialement. L'osseux et gigantal docteur, ayant enfoui ses jambes
en de démesurées bottes de caoutchouc ferré que continuait sans suture une ample redingote imperméable, dûment fourrée aussi, se glissaient les mains en une paire de gantelets d'acier armoriés, provenus de quelque armure du Moyen-Âge, gantelets dont il s'était rendu l'heureux acquéreur au prix de 38 beaux sols, une folie, chez un marchand de passé. Cela fait, il ceignait son vaste chapeau moderne, soufflait la lampe, descendait, et la clé de sa demeure, une fois en poche, s'acheminait à la bourgeoise, vers la lisière du parc abandonné. Bientôt, voici qu'il s'aventurait par les sentiers sombres vers la retraite de ses chanteurs préférés, vers l'étang dont l'eau peu profonde et bien sondée en tous endroits ne lui dépassait pas la ceinture, et sous les voûtes de feuillets qui en avoisinaient les atterrages, il assourdissait son pas au tâter des branches mortes. Arrivé tout au bord de l'étang, c'était lentement, bien lentement et sans nul bruit qu'il y risquait une botte puis l'autre et qu'il s'avançait à travers les eaux avec des précautions inouïes, tellement inouïes qu'à peine osait-il respirer, tel un mélomane à l'imminence de la cavatine attendue. En sorte que pour accomplir les 20 pas qui le séparaient de ces chairs virtuoses, il mettait généralement de 2 heures à 2 heures et demie, tant il redoutait d'alarmer la subtile vigilance du veilleur noir. Le souffle des cieux sans étoiles agitait plaintivement les hauts branchages dans les ténèbres autour de l'étang. Mais Bonhomet, sans se laisser distraire par le mystérieux murmure, avançait toujours insensiblement, et si bien que vers les 3 heures du matin, il se trouvait invisible à un demi-pas du cygne noir, sans que celui-ci eût ressenti le moindre indice de cette présence. Alors, le bon docteur, en souriant dans l'ombre, grattait doucement, bien doucement, effleurait à peine du bout de son index Moyen-Âge la surface abolie de l'eau devant le veilleur. Et il grattait avec une douceur telle que celui-ci, bien qu'étonné, ne pouvait juger cette vague alarme comme d'une importance digne que la pierre fût jetée. Il écoutait à la longue son instinct se pénétrant obscurément de l'idée du danger. Son cœur, oh, son pauvre cœur ingénu se mettait à battre affreusement, ce qui remplissait de jubilation Bonhomet. Et voici que les beaux cygnes, l'un après l'autre, troublés par ce bruit au profond de leur sommeil, se détiraient onduleusement la tête de dessous leurs pâles ailes d'argent, et sous le poids de l'ombre de Bonhomet, entraient peu à peu dans une angoisse, ayant on ne sait quelle confuse conscience du mortel péril qui les menaçait. Mais, en leur délicatesse infinie, ils souffraient en silence, comme le veilleur, ne pouvant s'enfuir puisque la pierre n'était pas jetée. Et tous les cœurs de ces blancs exilés se mettaient à battre des coups de sourde agonie, intelligibles et distincts pour l'oreille ravie de l'excellent docteur qui, sachant bien, lui, ce que leur causait moralement sa seule proximité, se délectait en des preuries incomparables de la terrifique sensation que son immobilité leur faisait subir. Qu'il est doux d'encourager les artistes, se disait-il tout bas. 3/4 d'heure environ durait cette extase qu'il n'eût pas troquée contre un royaume. Soudain, le rayon de l'étoile du matin glissant à travers les branches illuminait à l'improviste Bonhomet, les os noirs et les cygnes aux yeux pleins de rêve. Le veilleur, affolé d'épouvante à cette vue, jetait la pierre. Trop tard.
Bonhomet, avec un grand cri horrible, où semblait se démasquer son sirupeux sourire, se précipitait, griffes levées, bras étendus, à travers les rangs des oiseaux sacrés, et rapides étaient les étreintes des doigts de fer de ce preux moderne, et les purs cols de neige de 2 ou 3 chanteurs étaient traversés ou brisés avant l'envolée radieuse des autres oiseaux poètes. Alors, l'âme des cygnes expirants s'exhalait, oublieuse du bon docteur, en un chant d'immortel espoir, de délivrance et d'amour vers des cieux inconnus. Le rationnel docteur souriait de cette sentimentalité dont il ne daignait savourer, en connaisseur sérieux, qu'une chose, le timbre. Il ne prisait musicalement que la douceur singulière du timbre de ces symboliques voix qui vocalisaient la mort comme une mélodie. Bonhomet, les yeux fermés, en aspirait en son cœur les vibrations harmonieuses, puis, chancelant comme en un spasme, il s'en allait échouer à la rive, s'y allongeait sur l'herbe, s'y couchait sur le dos, en ses vêtements bien chauds et imperméables. Et là, ce mécène de notre ère, perdu en une torpeur voluptueuse, ressavourait au tréfonds de lui-même le souvenir du chant délicieux, bien qu'entaché d'une sublimité selon lui démodée, de ces chers artistes. Et, résorbant sa comateuse extase, il en ruminait ainsi, à la bourgeoise, l'exquise impression jusqu'au lever du soleil. Alors maintenant, je voudrais évidemment, messieurs, que nous puissions dire assez brièvement qui exactement a été Villiers de l'Isle-Adam dans son existence terrestre, comme on dit. Autrement dit, il est évident que Villiers de l'Isle-Adam est presque un mythe, enfin, parce que c'est un homme qui finalement meurt très jeune, même pour l'époque, qui traverse une période de misère assez épouvantable, qui est respecté par ses contemporains d'une façon absolument exemplaire, puisque quand même, être respecté jusqu'au bout et sans se faire engueuler par Léon Bloy, il fallait le faire, par exemple. Alors, il faudrait peut-être, je ne sais pas, Patrick Beignet, que vous nous disiez un peu qui était Villiers de l'Isle-Adam. Comment il a vécu. Quand il est né, d'abord. Quand il est né, il est né en 1838, à Saint-Brieuc, mais on peut, en prélude à toute esquisse de biographie, on peut rappeler le mot d'un de ses biographes, justement, quelqu'un qui a consacré un livre entier à Villiers, André Lebois, a dit que c'était impossible qu'il n'y aurait jamais de biographie de Villiers. Et effectivement, il y a des pans entiers de son existence qui sont très mal connus. Il y a lui-même a collaboré à cette obscurité en parlant de voyages presque fabuleux qu'il n'a jamais accompli. Il y a un voyage en Amérique en particulier. Disons, il ressemble un petit peu par ce côté-là à Gérard de Nerval.
Certainement, oui. Oui, je pense que, par exemple, chez Villiers-l'Isle-Adam, sa hantise d'être un descendant des chevaliers de Malte, sa prétention au trône de Grèce, enfin, ressemble un peu au pseudonyme de Nerval, n'est-ce pas, de l'empereur Nerva, et d'une descendance, elle aussi, complètement mythique ou mythologique, Pierre Citron. Bah, je ne sais pas si c'est tout à fait la même chose. Nerval, malgré tout, a dû se forger lui-même sa descendance de l'empereur Nerva, alors que Villiers de l'Isle-Adam s'appelait tout de même Villiers de l'Isle-Adam. Il ne descendait pas aussi directement qu'il se l'imaginait de très grands personnages du Moyen-Âge ou de la Renaissance, mais il était persuadé que son père était un marquis authentique et qu'il était de la plus haute noblesse. D'ailleurs, il a fait lui-même des recherches, mais nous y viendrons, tout à fait précises, puisqu'il soutenait un procès contre une pièce de Henri Lavedan, je crois. Non, de Anicet-Bourgeois. De Anicet-Bourgeois. Oui. Où un de ses ancêtres avait été calomnié. Voilà. Et alors, il passe quand même, pour contrer Anicet-Bourgeois, une année, je pense, de recherche minutieuse, précise, et il perd son procès, d'ailleurs. Alors, revenons quand même à son existence. Oui, il y a donc ces ancêtres fabuleux qui pèseront sur toute son existence. Il y a aussi une enfance bretonne, toute une adolescence, passée dans des collèges un peu à travers la Bretagne, des études mal suivies, en partie à cause du père, le marquis Villiers-Adam, qui était un personnage tout à fait fabuleux et oui, c'était pas un homme... fabuleux, plutôt, je dirais, extravagant. Oui, c'est ça. Chercheur de trésors. Et se ruinant. Se ruinant à la recherche des trésors. Et ayant ruiné sa famille. Alors là, je vous coupe une seconde, parce qu'il apparaît un personnage, moi, qui m'a toujours un peu fasciné, c'est cette grand-mère qui n'en est finalement pas une, n'est-ce pas, et qui va prendre le jeune Villiers-l'Isle-Adam sous sa coupe, qui va d'ailleurs payer, plus exactement, l'édition, pas de ses premiers textes, ses premiers poèmes, d'ailleurs, à ce moment-là. Alors, cette femme, est-ce qu'on a des lumières sur elle ? Très précise. Elle s'appelait Mademoiselle de Quérinou, c'était la grand-tante maternelle de Villiers, elle est devenue sa grand-mère adoptive et elle a recueilli toute la famille et l'a logée, l'a nourrie tant qu'elle a vécu. Tant qu'elle a vécu, la famille a été relativement à l'aise. Et brusquement, à sa mort, tout s'est effondré. Villiers-l'Isle-Adam s'est trouvé brusquement dans une misère dont il n'est pas sorti pendant 10 ou 12 ans, au moins. Et donc, il quitte la Bretagne pour venir à Paris. C'est cela, oui, une attirance qui n'était pas le seul jeune provincial à ressentir à l'époque. Et à Paris, sur 4 ou 5 années, c'est à partir de 1855 qu'il a fait, je crois, des séjours à Paris, il s'est assez vite fait remarquer. Il y a une phrase de Mallarmé célèbre, « Un génie, nous le connûmes tel ». Je crois qu'on peut dire qu'il a vraiment impressionné, dès ses premiers débuts littéraires, impressionné toute la génération poétique qui trônait dans les brasseries de l'époque. Oui, mais alors, je vous coupe une seconde, parce que là, il se pose quand même un problème. Est-ce qu'il l'a impressionné, comme par exemple, vous pouvez impressionner, par son allure extérieure ou par sa redondance, Barbé d'Aurevilly, par exemple? Est-ce que c'est le même personnage? Parce qu'à l'époque, bon, il y a Barbé d'Aurevilly, il y a le Sarpe et l'Adam, enfin, il y a toute une sorte de mise en costume, je dirais, du personnage de la Bohème. Est-ce que c'est le cas de Villiers ou bien est-ce qu'il fascine par autre chose? Je ne sais pas si on connaît tellement bien la silhouette de Villiers à ce moment-là. On la connaît plus tard, mais dans cette première période, non, je crois que c'est plutôt, non pas par un personnage un petit peu arrogant, comme pouvait l'être Barbé d'Aurevilly, mais par des poèmes extraordinairement prometteurs, par des textes où chacun croyait lire qu'un nouveau Victor Hugo était né. Je crois que c'est par là qu'il a impressionné les milieux des lettres, du théâtre, etc. Alors, je voudrais à cet instant dire qu'effectivement cette émission est consacrée à Villiers-l'Isle-Adam parce que j'annonce aux auditeurs qu'il vient d'être réédité tout à fait récemment plusieurs livres de Villiers-l'Isle-Adam. Je pense que c'est le moment de le dire puisque je voudrais maintenant que nous passions, si vous voulez, à l'aspect intellectuel, si on peut dire, entre guillemets, de l'auteur. Alors, aux éditions Plasma viennent de paraître 2 volumes chez Les Passants, qui est un ensemble de textes plutôt, disons, du Villiers journaliste, chroniqueur. Axel, qui est une pièce de théâtre, et qui est peut-être, pour certains, son chef-d'œuvre. Aux éditions Jacques-Marie Lafon et associés, Isis,
son premier roman, avec une préface de Bernard Noël, aux éditions H-Dom dans la collection romantique L'Ève Future, qui est aussi un des grands sommets, avec une introduction et des notes de Pierre Citron, lequel, monsieur, puisque vous êtes en face de moi et que vous avez beaucoup collaboré à cette émission, lequel Pierre Citron vient de publier également une édition des Contes Cruels aux éditions Garnier-Flammarion, introduction, notice et notes. Et en préparation, par Rett et Castex, bien, il y a un Villiers-l'Isle-Adam à la Pléiade. Mais ça, nous ne pouvons pas encore dire à quelle date ce livre paraîtra. Mais enfin, il est, disons, on le voit par les événements de la librairie aujourd'hui, il est souhaité. Et il sera souhaitable. Alors, revenons, si vous voulez, à cette formation de Villiers-l'Isle-Adam, parce que, bon, nous passons de Isis à Axel. Par exemple, ça indique une sorte d'axe mystique. Nous passons de l'Ève Future au Conte Cruel, pour me tenir uniquement à ce qui vient d'être réédité ces jours-ci. Et là, nous passons à une autre dimension, une dimension plus satirique, à une dimension plus acide. Enfin, pour revenir à la fameuse conférence de Mallarmé, qui est quand même un des plus longs textes de Mallarmé que nous ayons, qui est consacré à Villiers-l'Isle-Adam, il le situe entre le rêve avec majuscule et le rire avec majuscule, n'est-ce pas ? Or, il y a une chose qui est quand même très importante, c'est que Villiers-l'Isle-Adam va introduire ou charrier à l'intérieur de la culture française une dimension métaphysique qui est sa lecture, sa découverte passionnée, et passionnante d'ailleurs, de Hegel. Ce qui va un peu aussi vers ce moment où Baudelaire va lui présenter Wagner et où Villiers-l'Isle-Adam va être un des rares hommes qui ont applaudi la représentation parisienne de Tannhäuser. Alors, ces lectures. Ces lectures, j'emploie plutôt le mot rêverie sur Hegel et sur les mystiques, parce que lorsqu'on s'approche un peu près des textes, on s'aperçoit que Villiers n'en a une connaissance effective qu'assez lointaine et imprécise. Souvent imprécise, je ne suis pas sûr. Ce qu'il y a, c'est que les citations de Villiers, telles que nous les voyons dans les très nombreuses épigraphes qu'il a placées en tête de ses chapitres, en tête de ses contes, etc., sont souvent inexactes.
Je me demande si ça veut dire qu'il avait des œuvres, une lecture superficielle, ou si ça ne veut pas dire tout simplement qu'ayant passé 12 années de sa vie peut-être à errer de mansarde en chambre d'hôtel, eh bien, il n'avait pas de bibliothèque et que toute sa bibliothèque était dans sa mémoire. Il avait une culture énorme, une culture fabuleuse, mais qui est-ce qui se souvient par cœur de toutes les phrases de prose qu'il a lues? Et je ne suis pas sûr que sa culture ait été si superficielle qu'on l'a dit. Seulement, elle était transformée par la mémoire d'un homme qui était un créateur, et chacun sait que les créateurs transforment toujours ce qu'ils lisent. C'est ça. Mais est-ce que la lecture de Hegel, par exemple, a de l'importance pour véritablement dans la création de l'œuvre? Là, je ne crois pas. Je crois que c'est un merveilleux décor qu'il dresse aux portes avec les épigraphes dont vous parliez, effectivement. Ça peut avoir de l'importance pour certaines œuvres, pour un conte comme Vera, par exemple. Mais il faut bien dire qu'en même temps que Villiers s'appuie sur Hegel, il s'appuie également sur son catholicisme natif qui n'a jamais renié, et que c'est quand même une gymnastique assez acrobatique que d'avoir un pied sur l'Évangile et l'autre sur Hegel. Oui, mais est-ce que ça ne se retrouve pas ailleurs? 1871, on le voit par la correspondance et puis par les faits, Villiers de l'Isle-Adam salue la Commune. Oui, dans un article, je ne sais pas si on a retrouvé d'autres. Et dans la correspondance aussi. Oui, mais tout au début de la Commune. Peut-être, oui, mais c'est quand même très important qu'en 1871, Villiers de l'Isle-Adam salue la Commune et qu'en 1881, il se porte député monarchiste, mieux député légitimiste aux élections de Paris. Donc là aussi, bon, vous me direz c'est le catholicisme natal, etc., mais c'est un catholicisme qui est toujours un peu... enfin, on a pu parler de ces drôles de catholiques de la fin du XIXe siècle, où effectivement le catholicisme a plutôt une odeur d'hérésie que d'orthodoxie. Mais il y a ce déhanchement chez Villiers. Oui, malgré tout, je crois que le côté royaliste et catholique est beaucoup plus important. En fait, le texte sur la Commune, soit dans un article, soit dans sa correspondance, c'est plutôt une sympathie pour le peuple qui avait soutenu la Commune que pour la Commune elle-même en tant qu'acte politique. Villiers était un de ces grands aristocrates qui ont horreur des bourgeois, mais qui se sentent en symbiose et en sympathie naturelle avec le peuple. Mais le peuple qui a approuvé la Commune, Villiers sympathise avec lui, en un sens, il le plaint aussi, il considère qu'il est dupe. Et un des contes cruels, Vox Populi, me semble extrêmement révélateur sur ce point. Bien sûr. Alors, revenons à ce Villiers de l'Isle-Adam, donc à Paris, et surtout donc au moment de la mort de cette fausse grand-mère, enfin, cette arrière-grand-tante qui devient grand-mère. Il a quand même fondé une revue. Oui, la revue des arts et des lettres. Oui, la revue des arts et des lettres, oui. Où bien sûr il publie d'ailleurs lui-même de texte. Je crois qu'il y a quand même 24 numéros, quelque chose comme ça. C'est quand même assez important. Et puis là, il lui arrive aussi une mésaventure. Il tombe amoureux de la fille cadette d'un homme qu'il aime beaucoup, qui lui paraît quand même très important, parce que Villiers de l'Isle-Adam, dont le symbolisme va s'honorer, si je veux dire, lui, il se revendique plutôt parnassien, n'est-ce pas? Et alors, il aime beaucoup Théophile Gautier et il tombe amoureux d'Estelle. Il aime la beaucoup sœur de Théophile Judith. Gautier, il aime beaucoup Théophile Gautier parce que Théophile Gautier est à la fois un romantique et un parnassien, et aussi, au fond, un peu un symboliste, et que Villiers revendiquait ces trois étiquettes à la fois. Ce qui était également une manière de n'en revendiquer totalement aucune et de proclamer son originalité. Et c'est à ce moment-là qu'il quitte Estelle. Il écrit d'ailleurs à Théophile Gautier pour expliquer que, bon, étant parfaitement démuni, il ne peut pas faire vivre une femme. Ne peut pas faire vivre une femme, exactement, bien sûr. Et là, évidemment, il va quitter la mansarde pour le galetas, enfin, si on peut dire. Et ce qui va lui arriver, bon, bien sûr, nous l'avons déjà vaguement évoqué, mais on n'est pas très sûr qu'il se soit vraiment manifesté pour revendiquer le trône de Grèce. Non, on l'a dit. Les papiers qui auraient pu le prouver ou qui auraient pu l'infirmer ont disparu, je crois, dans les événements de 1871. Ce qui me paraît quand même important, c'est que ça n'est pas paru invraisemblable aux contemporains. Il n'y a pas tellement de gens desquels on aurait pu dire « il a revendiqué le trône de Grèce » sans que tout le monde se tienne les côtes. Pour Villiers, personne ne s'est tenu les côtes. On a dit « ah bon, c'était vrai ou c'était pas vrai ?»
Et alors là, il se crée autour de lui une sorte de compagnonnage, enfin j'y reviens, parce qu'encore une fois, enfin parvenir à maintenir une liaison, finalement, amicale, aussi longue qu'avec Léon Bloy, c'est quand même extrêmement rare. Je pense que, bon, il y a cette liaison amicale avec Léon Bloy. Bien qu'il y ait quand même des petites... Oui, il y a des petits points, mais enfin... Sinon, ça n'aurait pas été Léon Bloy. Ouais, oui, non, c'est pas... Oui, surtout non. quand on connaît le tempérament de Léon Bloy, en plus, et ce qu'il demandait à ses amis... c'est un peu assez surprenant quand même. Ah oui, parce que par exemple, Remis de Gourmont, Léon Bloy et Remis de Gourmont, ça doit durer 3 mois. Enfin, c'est fini, tandis. Non, et puis il y a le texte de Léon Bloy dans les histoires désobligeantes, enfin consacré à Villiers. Quand même, c'est rare de la part du mendiant ingrat. Oui, il l'appelle Lazare, qui est un autre mendiant, et par conséquent, il reconnaît en lui son frère. Oui, c'est vrai. Ensuite, il y a Huysmans. Huysmans, c'est peut-être l'homme qui a le plus fait pour révéler véritablement Villiers de l'Isle-Adam. Il y a parce que dans À rebours, des Esseintes lit Villiers avec enthousiasme, et Harbour est un livre qui a eu beaucoup plus d'impact sur le public qu'aucun des livres que Villiers avait publiés jusque-là. Ça a été véritablement l'émergence de nouveau de Villiers dans la notoriété, alors qu'auparavant, pendant 15 ans, Villiers avait publié des choses dans des petites revues, dans des petits journaux, dans des quotidiens ou dans des hebdomadaires éphémères. Il avait commencé des feuilletons qui n'avaient pas abouti. Il avait fait toutes sortes de choses comme ça, mais il faisait partie des 1000 gens de lettres peu connus qui s'agitaient à ce moment-là à Paris. Il n'était rien. Brusquement, il est devenu quelqu'un, grâce à Huysmans. Et à Verlaine. Et à Verlaine. Puisqu'il est dans les poètes. Il est dans les poètes maudits. C'était au lendemain d'une fête vénitienne donnée par Madame Nina de Villars en son légendaire petit hôtel de la rue des Moines. On dînait dans le jardin. Parmi nous se trouvait l'invité de passage, un long et bel amateur mondain qui, depuis les hors-d'œuvre, nous observait avec stupeur en son habit noir. L'on jouissait de la douceur de se sentir méprisé de ce brillant individu. Vers le café, sur un coup d'œil que nous échangeâmes, sa perte fut résolue. Monsieur Maras, donc, lui tendit gravement un monstrueux paradoxe, auquel, se prenant comme à de la glu, l'attendrissant Éphèbe, avec un suffisant sourire, répliqua. « Cependant, messieurs, si vous attendez après les mots, votre poésie n'aura souvent pas de sens. » « Oh, répondit d'un ton froid M. Jean Richepin, le sens n'est qu'une plante parasite qui pousse quand même sur le trombone de la sonorité. » « La sonorité, reprit le gommeux, les yeux un peu hagards. Mais le bruit n'est rien. Il est des vers discrets dont le charme... Enfin, rimez-vous pour l'œil ou pour l'oreille ? Pour l'odorat, monsieur, répondit avec mélancolie M. Léon Dirks. Vous riez ? Soit. Mais au bout du compte, le sentiment, qu'en faites-vous ? Essaya de reprendre le malheureux élégant en se tournant vers M. Stéphane Mallarmé. L'élégie, en dépit de nos mœurs, demeure quand même d'un succès assuré près des femmes. Et alors pourquoi s'en priver ? Vous ne pleurez donc jamais en vers, monsieur ? Ni ne me mouche, répondit de sa voix didactique et flûtée M. Stéphane Mallarmé, en élevant à la hauteur de l'œil, au long du geste en spirale, un index bouddhique. Durant ce colloque, Nina et les habituées féminines de cette soirée, pour ne point rire au nez de l'intéressant jeune homme, étaient rentrées dans la maison. « Vous n'êtes alors d'aucune école, messieurs ?» continuait celui-ci. « Nous sommes de l'école des pas de préface, » répondit en souriant M. Catulle-Mendès. « Tiens, je vous croyais de celle de M. le comte de Lille, » murmura le pchuteux désorienté.
Et à ce propos, ajouta-t-il en se tournant vers moi, compte-t-il donner enfin bientôt quelque chose de sérieux, le comte de Lille? Non, monsieur, répondis-je en m'inclinant, il vous laisse ce soin. Voyant qu'il avait affaire à des gens instables, incompréhensibles, qu'il devait renoncer à convertir, l'amateur s'écria sans transition vaine, après avoir tiré sa montre en se levant, « Avant de vous quitter, j'eusse voulu présenter mes devoirs. Où sont donc les dames? » « Mais au salon, je pense, » répondit négligemment M. Maras. Sur cette réplique toute naturelle, mais dont l'intonation bizarre le fit presque chanceler, le brillant invité de passage, saluant à l'anglaise, rentra, s'échappa très vite, et sans doute court encore, irréprochable. C'est ainsi que l'on évinçait poliment les curieux dans cette maison fantaisiste et charmante. Lorsque tout le monde fut revenu au jardin, M. Maras, pour dissiper l'impression quelconque laissée par l'intrus, voulut bien nous lire quelques scènes d'une féerie compassée, aux épithètes voltaïques, où ferraillaient mille adverbes, où les amoureux ne s'exprimaient qu'en langue médicale. Après les éclats de rire, nous nous laissâmes aller au silence de la soirée d'automne, qui était d'un bleu pâle et très douce. Ça, je me retourne de nouveau vers Patrick Besnier à cause de ce problème de Hegel. Il y a l'amitié avec Mallarmé. Or, ce qu'il y a de très curieux, c'est par exemple, quand Mallarmé a cette expérience du néant, n'est-ce pas, comme il le dit, c'est à Villiers qu'il écrit, et il écrit quand même à Villiers à ce moment-là une ou deux lettres, en tout cas une très importante, dans laquelle il parle en termes très hegelien, justement, de son expérience du néant, en s'adressant à quelqu'un auquel il n'a pas besoin d'expliquer les choses, puisque l'autre est censé les connaître, comme si Villiers avait peut-être révélé une sorte de lecture de l'hégélianisme à Mallarmé. Oui, ou le contraire. Ou le contraire. Non, mais votre avis, Patrick? Je pense que c'est surtout... Mallarmé pouvait écrire à Villiers comme à un ami vraiment très cher, que l'amitié entre Villiers et Mallarmé, au moins dans la vie de Villiers, est quelque chose d'unique et qui a certainement beaucoup illuminé. Je serais tenté de voir une complicité générale entre deux et pas particulièrement sur ce plan philosophique. Mais peut-être, là encore, je diminue... Non, je pense que c'est logique, parce qu'il m'a beaucoup frappé, si vous voulez, enfin, ce qui me frappe dans Villiers-l'Isle-Adam, encore une fois, le Villiers-l'Isle-Adam dans son siècle, enfin, ce qui serait d'ailleurs très intéressant, Pierre Citron, il faudrait faire un Villiers de l'Isle-Adam vu par ses contemporains. Il y avait jadis une collection qui s'intitulait comme ça, qui paraissait, je crois, chez Caillé en Suisse, et ce serait très intéressant, parce que moi, je vois, par exemple, l'enthousiasme extraordinaire d'un jeune homme à l'époque, comme Remy de Gourmont. Et Remy de Gourmont, son premier livre, il va l'appeler Pros Moros, complètement imbibé par Villiers-l'Isle-Adam. Quand on pense que les contes cruels ont failli s'appeler Histoire morose, alors vraiment, on voit un lien extrêmement certain. Marcel Schwab. Tous les gens qui ont approché Villiers ont été fascinés par Villiers. Oui, peut-être pas absolument tous. L'article d'Anatole France dans La Vie littéraire est un petit peu condescendant. Enfin, il n'est pas défavorable, mais c'est lui d'ailleurs c'est le seul qui nous ait laissé une image de Villiers dont je crois, malgré tout, qu'elle est vraie. C'est celle d'un homme qui, vis-à-vis de ses contemporains, de ceux qu'il voyait dans la rue, avait presque des allures de clochard par moments, tellement il était dans une profonde misère.
Mais enfin, Anatole France, qui était un bourgeois, malgré tout, littéraire, n'était pas tellement pour les clochards, surtout à cette période. Et, il avait déjà fait refuser Charles Cros dans le Parnasse. Oui, non, mais il a tout un palmarès. Non. Oui, alors, nous en revenons un peu au Galetas. Et il y a cette histoire que je trouve très belle et qui est rapportée encore une fois par les contemporains, c'est que là, Villiers, qui vraiment est un crève-la-faim, va rencontrer une femme qui est une femme de ménage, une bonne, n'est-ce pas, et elle va s'occuper de lui, elle va devenir sa maîtresse, ils auront un enfant, Totor, et lorsque Villiers atteint d'un cancer à l'estomac, je crois, ou on se retrouve bien, des voies digestives, oui. Et sur son lit de mort, c'est Huysmans qui raconte la scène, puisqu'il y a à son chevet, il y a Blois, il y a Huysmans, et on lui demande d'épouser, ce qui serait évidemment conforme, correct, surtout pour un catholique comme lui, d'épouser donc cette Madame d'Antine, je crois, oui, qui est cette femme de ménage dont j'ai parlé, et de reconnaître l'enfant. Et c'est à ce moment-là que cette femme dira « Oui, mais je ne peux pas signer, parce que je ne sais pas écrire. » Elle dira « Je vais peut-être faire une croix, comme pour mon premier mariage. » Et alors, il y a là un moment absolument pathétique à cette mort. Oui, le mariage se situe quelques jours avant la mort de Villiers. Oui. Il était agonisant. Oui. Et c'est sur les instances de son confesseur qu'il a... in extremis, régulariser sa situation. Jean-Claude Renaud. Non, mais j'étais d'accord avec... Non, mais cette vie... Oui, effectivement. En plus, je crois, Léon de Blois a écrit un très beau témoignage là-dessus, justement, et aussi sur les derniers jours de Villiers, justement son mariage avec Madame d'Antine. Non, mais ce que je trouve assez étonnant, là-dedans, c'est cet aspect assez... extraordinaire de divorce, même si l'on peut dire, entre le malheur de la vie de Villiers et la hauteur extraordinaire du texte de Villiers. Mais je me demande s'il ne faut pas revenir un tout petit peu en arrière pour dire qu'en dehors du projet de mariage avec Estelle Gautier, il y avait eu au moins 2 autres épisodes. Un, probablement, dans la jeunesse de Villiers, où il avait, semble-t-il, été amoureux d'une jeune fille qui était morte. Enfin, on n'a jamais très bien su, mais ça n'a rien d'invraisemblable, et ça apparaît peut-être dans un certain nombre de ses poèmes. Et d'autre part, il y avait... Les contes d'amour, alors, le conte d'amour, oui, c'est ça. Oui, bien que le conte d'amour évoque en fait plusieurs femmes successives, probablement réunies dans un cycle. Et puis, il y a eu cette histoire extraordinaire d'un mariage plus ou moins arrangé avec une Anglaise extrêmement riche et peut-être d'une fort grande beauté, Anna R. Powells. Villiers se rendant en Angleterre, parce que ça n'a quand même pas été un de ses voyages fictifs, il y a vraiment été, des gens l'ont vu à Londres, il y en a des témoignages, tombant éperdument amoureux de cette femme qui était prête à l'épouser parce qu'il avait un grand nom, et puis s'apercevant vraisemblablement, au bout de 2 ou 3 jours, qu'après tout, elle est complètement idiote et que la chose est impossible, et tombant de son haut et revenant. Et tout ça donnant précisément la cellule initiale de ce roman qu'Élève futur, où un savant va bâtir une femme idéale pour remplacer la femme charnelle qui, elle, est pire que bête, elle est sotte. Alors passons au thème. Vous venez, Pierre Citron, d'en évoquer un, la femme. Alors, c'est très curieux, la femme, chez Villiers-L'Isle-Adam. Je veux dire, dans les textes, n'est-ce pas par exemple, si je prends, je m'adresse à Jean-Claude Renaud, si je prends, par exemple, Sarah, n'est-ce pas, dans Axel, Sarah, dans Axel, c'est aussi un peu... Moirin, enfin, c'est un peu la femme tentatrice, la femme qui va tenter d'attirer Axel vers la vie, c'est-à-dire vers la mort, en fait. Oui, chez Villiers, effectivement, il y a une sacralisation de la femme. C'est-à-dire la femme qui serait, disons, idéale, écharnellement, et d'une autre façon, enfin, un peu un côté déesse, si l'on veut.
Et dans Sarah, enfin donc dans Axel, bon, Sarah qui rompt avec le milieu religieux où elle a été élevée, qui poursuit en partie une route solitaire pour rejoindre donc Axel. Et le trésor. Et le trésor, oui. Il y a un thème wagnérien. Hein. Ah mais exactement, de toute façon, c'est typiquement une tragédie wagnérienne, Axel, de toute façon. Tout ce qui est décor est planté. Si on assiste à une représentation de l'anneau des Nibelung, c'est typiquement cela. Le thème, il y est. Mais ce qu'il y a de plus frappant, alors, Pierre Citron, c'est aussi qu'il n'y a pas de... Bon, il y a une femme idéalisée, c'est vrai, ce sera la princesse héroïne d'Isis, par exemple, ce sera évidemment Sarah, mais de l'autre côté, il n'y a pas que les futurs, il y a des femmes, nous allons prendre un exemple d'ailleurs, bien sûr, c'est Antony, par exemple. Antony se versa de l'eau glacée et mit son bouquet de violettes de Parme dans son verre. Adieu, les flacons de vin d'Espagne. Et se penchant vers un candélabre, elle alluma, souriante, un papelito roulé sur une pincée de Feresli. Ce mouvement fit étinceler ses cheveux, noirs comme du charbon de terre. Nous avions bu du Jerez toute la nuit. Par la croisée ouverte sur les jardins de la villa, nous entendions le bruissement des feuillages. Nos moustaches étaient parfumées de santal et aussi de ce qu'Antony nous laissait cueillir les roses rouges de ses lèvres avec un charme tour à tour si sincère qu'il ne suscitait aucune jalousie. Rieuse, elle se regardait ensuite dans les miroirs de la salle. Lorsqu'elle se tournait vers nous avec des airs de Cléopâtre, c'était pour se voir encore dans nos yeux. Sur son jeune sein sonnait un médaillon d'or mat aux initiales de pierreries, les siennes, attaché par un velours noir. Un signe de deuil? Tu ne l'aimes plus? Et comme on l'enlaçait, Voyez, elle sépara de son ongle fin les fermoirs du mystérieux bijou. Le médaillon s'ouvrit. Une sombre fleur d'amour, une pensée y dormait, artistement tressée en cheveux noirs. Antony, d'après ceci, votre amant doit être quelque enfant sauvage, enchaîné par vos malices. Un drille ne vous baillerait point aussi naïvement pareil gage de tendresse. C'est mal de les montrer dans le plaisir. Antony partit d'un éclat de rire si perlé, si joyeux, qu'elle fut obligée de boire précipitamment parmi ses violettes pour ne point se faire mal. ne faut-il pas des cheveux dans un médaillon? En témoignage? Sans doute, sans doute. Hélas, mes chers amants, après avoir consulté mes souvenirs, c'est l'une de mes boucles que j'ai choisie. Et je la porte par esprit de fidélité. Si vous voulez, il y a toute une partie, tout un aspect chez Villiers où la femme, disons que c'est une prostituée, c'est trop dire, mais enfin, disons, c'est quelqu'un pas d'autre. toujours trop dire. Oui, hein, il y a ça. Dans les demoiselles de Bienfilâtre, ce sont Oui. carrément des prostituées. Oui, c'est ça. Est-ce Oui. que c'est tellement original dans la période où vit Villiers? Est-ce que Non. Non. ces deux catégories de femmes, la femme idéale d'un côté et la femme de mœurs légères de l'autre, j'ai l'impression qu'on retrouve ça à peu près dans tout l'imaginaire de l'époque. Oui, et en remontant plus haut, dans tout l'imaginaire du romantisme d'ailleurs. effectivement. Bien sûr. Oui, mais est-ce que chez lui, il n'y a pas... moi, je ne sais pas. Je suis très frappé parce que quand je relisais Isis, dans cette édition Jacques-Marie Lafon, tout d'un coup, je me suis dit, mais enfin, après tout, alors là, aucune preuve de ce que j'avance, mais ça m'a fait tout de suite penser à l'héroïne du vice suprême de Péladan.
Oui, il y a un rapport. Oui, certain. Oui. Alors, oui, certains. On ne peut pas en être sûr. Il est très possible que Péladan ait lu Villiers comme tout le monde. Enfin, parce que je pense que Villiers a été très lu. Très lu par les écrivains, n'est-ce pas? Et Très bien lu. Très lu à partir de 1884. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, enfin, bien sûr. Mais revenons quand même, si vous voulez, au thème très important, c'est quand même l'alliance aussi de la femme, du rêve et de la mort. Je crois que cette alliance de trois termes montre qu'en définitive, la femme idéale, hein, de type Sarah, n'existe pas réellement. Je crois que les seules femmes qui existent matériellement, hein, je dis matériellement dans le sens où Véra, par exemple, c'est bien la femme lointaine. La femme réelle chez Villiers, c'est toujours la femme de mœurs légères. Enfin, je ne sais plus quelle expression vous employez tout de suite, Pierre Citron, mais Je ne me rappelle pas avoir employé une expression quelconque. Non, on parlait de prostituées carrément, mais... Oui, mais le plus souvent, il s'agit de femmes, disons, du demi-monde, comme celle qui est dans Antony, comme Marielle, comme les trois charmantes femmes qui sont avec le seigneur allemand qui se révèle être un bourreau dans le convive des dernières fêtes. Ce sont des femmes, d'ailleurs, pour lesquelles Villiers a une espèce de sympathie, une espèce de tendresse. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, parce que c'est le genre de femmes qui, chez Balzac, par exemple, sont aussi, en général, extrêmement sympathiques. Et puis d'ailleurs, de toute façon, il hante un temps, en tout cas, le salon de Madame de Villars. Enfin, on connaît les rapports avec Charles Cros et le malheur qu'elle porte généralement aux hommes qui l'approchent d'un peu près. Seulement, c'est une sympathie, je crois, un peu extérieure, c'est-à-dire que, bon, il peut arriver à Villiers de les voir, de les fréquenter, même peut-être un peu plus, mais ce ne sont malgré tout pas des femmes à sa hauteur, des femmes dignes de lui, et finalement, quand l'une d'elles le trompe, ce qui est presque normal, ce qui est dans l'ordre des choses, ce qui a pour ainsi dire leur métier, eh bien, le représentant de Villiers dans le conte sentimentalisme se tue. Parce que les femmes ne sont pas à la hauteur de son absolu. oui, mais en face, il y a des femmes qui sont d'athée absolu que le héros lui-même n'est pas à leur hauteur. Il y a un constant décalage entre toutes les femmes que Villiers peut mettre en scène et lui-même. On pourrait jamais il ne se trouve de plein pied avec elle. Oui, mais d'ailleurs, on pourrait aussi se tromper, par exemple, sur ces textes sur la peine de mort, par exemple, n'est-ce pas? Parce que, alors qu'il est en faveur de la peine de mort, parce qu'il a quand même hérité à travers Baudelaire des soirées de Saint-Pétersbourg de Joseph de Maistre, c'est pas pour rien qu'il peut paraître un bourreau, d'ailleurs, dans un des contes cruels. Ce qu'il déplore dans la guillotine, c'est que ne soit plus un échafaud, qu'on ait supprimé les marches, qu'on ait supprimé le faste, qu'on ait supprimé l'exemplarité de la peine de mort. Mais quand on le lit, on peut penser qu'il est contre. En réalité, non, il est pour. Les considérants d'un ordre très élevé, au nom desquels un projet de loi sur les exécutions à huis clos vient d'être rejeté par la Cour d'appel de Paris, m'encouragent à livrer aux méditations du public, à simple titre de documents humains, les quelques notes suivantes, crayonnées, place de la Roquette, sous les fumeuses lanternes de notre instrument de supplice, au cours de la dernière exécution, celle d'un anonyme. À cet angle de la rue, au coin d'une guinguette en lumière, se boucle d'un poste la ceinture de gardes à cheval qui enserre la place. Quelle foule depuis minuit! L'inspecteur de service prend nos cartes. Nous entrons. Autour de nous, la place est déserte et obscure. Sous les arbres, là-bas, passent des lueurs, des ombres humaines. Je m'approche. Entre deux rangs d'uniformes noirs, sorte d'allées vivantes, un intervalle de 20 mètres est laissé libre. Il s'étend depuis le portail de la prison jusqu'au dallage de l'endroit pénal. Aux alentours, une centaine de publicistes causent à voix basse. L'heure teinte. On dirait les pleurs sonores du glas. À ma gauche, je vois des sabres briller. C'est un gros de gendarmes à cheval, massé dans l'ombre. Traversons. Mais qu'est-ce que ceci? Je me trouve auprès d'un objet isolé qu'éclaire d'en haut la lune et d'en bas 2 falots posés à terre.
La chose est d'un brun rouge. Elle éveille l'idée d'un haut prie-dieu Moyen-Âge. C'est placé là, de plein pied. Entre les montants de cette cathèdre, je distingue accrochée au sommet une suspension de fonte noircie, carrée comme un sac de soldat, et sous laquelle s'embat au centre le biais terne d'un hachoir. C'est la Louisette. Quoi? Plus d'échafaud? Non. Les 7 marches sont supprimées, signe des temps. Guillotine de progrès dont on ne se range que comme de la courroie de transmission d'un moteur. En vérité, ce meuble pourrait servir à couper le pain chez les grands boulangers. Ou donc la simple dignité de la loi, l'indémodée solennité de la mort, la hauteur de l'exemple, le sérieux de la sentence. Phrase, paraît-il, tout cela. C'en est une aussi de dire cela, car on ne sort pas des phrases sur la terre. Les uns se traduisent en phrases viles, les autres en phrases nobles. Chacun son choix. Et l'on n'est pas libre de choisir. C'est fait en naissant, de quelque sourire que l'on essaie d'en douter. Passons. Pendant que je regarde flotter sur le miroitement de la large lame l'ombre des feuillages environnants, cette lame disparaît tout d'un coup. J'entends un choc sec et lourd, amorti par des ressorts, pareil à celui d'une demoiselle enfonçant un pavé. Je comprends. C'est un essai. La planche mortelle s'est couchée sur sa coulisse, comme une rallonge de table, plagiant ainsi le chevalet du classique Procuste. Rien de nouveau sous la lune. Donc, l'on répète ici le drame pour les accessoires. Ah, j'aperçois soudain à côté de moi le metteur en scène lui-même qui échange un coup d'œil oblique avec ses 2 régisseurs. En face de l'instrument se tient quelqu'un, monsieur le chef de la sûreté, je crois, devant la censure duquel on a fait jouer le tragique mécanisme. Il approuve de la tête en silence, puis tire sa montre, dont il essaie de distinguer l'heure. Ayant résumé l'outil du regard, il se dirige vers le seuil de la prison pour les derniers ordres, car le petit jour blanchit peu à peu l'espace, les choses, les silhouettes. Lanternes et réverbères jaunissent. Le moment approche. Chacun pense, dort-il? Le geôlier chef qui passe affirme que oui, et profondément. À l'entrée, auprès d'un fourgon, je vois une forme noire, un prêtre. C'est l'aumônier. Je viens à lui. Sa voix est fort émue, ses yeux sont en pleurs, il a le frisson. Il est tout jeune, long et blond. C'est sa première tête. Mais on l'appelle à voix basse, il est temps de réveiller le dormeur. Il entre, suivi des 5 ou 6 témoins d'ordonnance. L'exécuteur et ses seconds ferment la marche. Leur réapparition, augmentée d'un nouveau personnage, se produira désormais sous 30 ou 35 minutes au plus. Je m'éloigne donc et me promène dans une allée vers la foule lointaine. Les étoiles pâlissent. On commence à s'entrevoir. Rapprochons-nous. C'est pour dans quelques instants. Me voici tout auprès du sombre instrument. J'ai pris place dans une sorte d'éclaircie de l'allée vivante dont il a été parlé. Il faut examiner jusqu'à la fin tout cet accomplissement. 4h30 sonnent. Les formalités du réveil et de la hideuse toilette sont terminées. À travers la petite porte, scindée dans le portail même de la prison, je vois qu'on lève la grille de l'intérieur. Le condamné est en marche vers nous, déjà sous les galeries, et, avant un instant, les 2 vastes battants du noir portail s'entr'ouvrent et roulent silencieusement sur leurs gonds huilés. Les voici tout grands ouverts. À ce signal, vu au lointain, de tous côtés, on se tait. Les cœurs se serrent. J'entends le bruissement des sabres. Je me découvre.
L'exécuteur apparaît. Le premier cette fois. Puis un homme en bras de chemise, les mains liées au dos, près de lui le prêtre. Derrière eux, les aides, le chef de la sûreté publique et le directeur de la prison. C'est tout. Ah, le malheureux. Oui, voilà bien une face terrible. La tête haute, blafard, le cou très nu, les orbites agrandies, le regard errant sur nous une seconde, puis fixe à l'aspect de ce qu'il aperçoit en face de lui. De très courtes mèches de cheveux noirs, inégales, se hérissent par places sur cette tête résolue et farouche. Son pas ralenti par des entraves est ferme, car il ne veut pas chanceler. Le pauvre prêtre qui, pour lui cacher la vue du couteau et lui montrer l'au-delà du ciel, élève son crucifix qui tremble, est aussi blanc que lui. À moitié route, l'infortuné toise la mécanique. Ça, c'est là-dessus, dit-il d'une voix inoubliable. Il aperçoit la grande manne en treillis, béante, au couvercle soutenu par une pioche. Mais le prêtre s'interpose, et sur la licence que lui en octroie celui qui va périr, lui donne le dernier embrassement de l'humanité. Ah, lorsque sa mère autrefois le berçait, tout enfant, le soir, et souriante l'embrassait, heureuse et toute fière, qui lui eût montré à cette mère cet embrassement-ci au fond de l'avenir. Le voici debout en face de la planche. Soudain, pendant qu'il jette un coup d'œil presque furtif sur le couteau, la pesée d'un aide fait basculer le condamné sur cette passerelle de l'abîme. L'autre moitié de la cangue s'abaisse. L'exécuteur touche le déclic, un éclair glisse, plouf, ah, quelle éclaboussie. 2 ou 3 grosses gouttes rouges sautent autour de moi. Mais déjà le tronc gît précipité dans le panier funèbre. L'exécuteur, s'inclinant très vite, prend quelque chose dans une espèce de baignoire d'enfant placée en dehors sous la guillotine. La tête que tient maintenant par l'oreille gauche le bourreau de France et qu'il nous montre est immobile, très pâle, et les yeux sont hermétiquement fermés. Détournant les regards vers le sol, que vois-je, à quelques pouces de ma semelle? La pointe du couteau glaive de notre justice nationale effleurait piteusement la sanglante boue du matin. Et de la même façon, et je crois que c'est un thème aussi quand même très important, c'est son attitude vis-à-vis du progrès de la science. Alors, vous disiez qu'il se voulait à la fois romantique, parnassien, symboliste. Bon, le romantisme, c'est quand même le grand élan du progrès, n'est-ce pas, avec une majuscule au mot. Et alors là, Villiers, on ne peut pas lui parler de progrès. Oui, c'est un peu ça, naturellement, mais le grand élan du scientisme, qui porte en partie un homme comme Jules Verne, après tout à la même époque, ça n'est pas uniquement quelque chose de romantique. Non, bien sûr. Ça porte aussi autre chose. Et l'attitude de Villiers à l'égard de la science est extrêmement ambiguë. Il est contre tous les effets nocifs de la science, et il y a chez lui des textes dans les Nouveaux Contes Cruels, ce sont parmi ses meilleurs, mais enfin ils existent, qui sont pratiquement des textes écologiques, n'est-ce pas, sur la défense des bons produits et l'attaque contre les produits alimentaires adultérés. Oui, avec peut-être une autre dimension dans un texte que nous allons entendre, qui est effectivement dans les Contes Cruels, enfin c'est l'affichage céleste,
qui me paraît pouvoir être décrypté peut-être autrement, à savoir que tout d'un coup, Villiers dit, bon, le ciel, enfin, il appelle ça les solognes célestes, si mes souvenirs sont bons. Alors ces solognes célestes, c'est encore un endroit de liberté, d'évasion possible, etc. Alors il invente, et nous allons entendre, que quelqu'un a mis au point un procédé pour inscrire dans le ciel des publicités, ça s'est fait depuis d'ailleurs, oui, bien sûr, mais à ce moment-là, ça peut aussi se décrypter comme bouchant le ciel, le masquant, bien réduisant. Mais il est à la fois pour et contre, il n'y a aucun doute. Et c'est un homme des extrêmes, nous le retrouvons ça, nous l'avons vu dans sa biographie, nous l'avons vu dans ses opinions politiques, et c'est d'ailleurs encore romantique de ne pas être juste milieu, mais d'être tout en haut et tout en bas à la fois, d'être Dieu et le démon. C'est encore une forme du romantisme. Chose étrange et capable d'éveiller le sourire chez un financier, il s'agit du ciel. Mais entendons-nous du ciel considéré au point de vue industriel et sérieux. Certains événements historiques, aujourd'hui scientifiquement avérés et expliqués, ou tout comme, par exemple, le labarum de Constantin, les croix répercutées sur les nuages par des plaines de neige, les phénomènes de réfraction du mont Brocken et certains effets de mirage dans les contrées boréales ayant singulièrement intrigué et pour ainsi dire piqué au jeu un savant ingénieur méridional, M. Grave, celui-ci conçut, il y a quelques années, le projet lumineux d'utiliser les vastes étendues de la nuit et d'élever, en un mot, le ciel à la hauteur de l'époque. À quoi bon, en effet, ces voûtes azurées qui ne servent à rien qu'à défrayer les imaginations maladives des derniers songes creux? Ne serait-ce pas acquérir de légitimes droits à la reconnaissance publique et, disons-le, pourquoi pas à l'admiration de la postérité, que de convertir ces espaces stériles en spectacles réellement et fructueusement instructifs? Que de faire valoir ces landes immenses et de rendre finalement d'un bon rapport ces solongues indéfinies et transparentes? Il ne s'agit pas ici de faire du sentiment, les affaires sont les affaires. Il est à propos d'appeler le concours et au besoin l'énergie de gens sérieux sur la valeur et les résultats pécuniaires de la découverte inespérée dont nous parlons. De prime abord, le fond même de la chose paraît confiné à l'impossible et presque à l'insanité. Défricher l'azur, coter l'astre, exploiter les deux crépuscules, organiser le soir, mettre à profit le firmament jusqu'à ce jour improductif, quel rêve, quelle application épineuse, hérissée de difficultés. Mais, fort de l'esprit de progrès, de quel problème l'homme ne parviendrait-il pas à trouver la solution? Plein de cette idée, et convaincu que si Benjamin Franklin, l'imprimeur, avait arraché la foudre au ciel, il devait être impossible, a fortiori, d'employer ce dernier à des usages humanitaires. M. Grave étudia, voyagea, compara, dépensa, forgea, et à la longue, ayant perfectionné les lentilles énormes et les gigantesques réflecteurs des ingénieurs américains, notamment des appareils de Philadelphie et de Québec, tombé, faute d'un génie tenace, dans le domaine du Kent et du Puff, M. Grave, disons-nous, se propose, nanti de brevets préalables, d'offrir incessamment à nos grandes industries manufacturières et même aux petits négociants le secours d'une publicité absolue.
Toute concurrence serait impossible devant le système du grand vulgarisateur. Qu'on se figure en effet quelques-uns de nos grands centres de commerce aux populations houleuses, Lyon, Bordeaux, etc., à l'heure où tombe le soir. On voit d'ici ce mouvement, cette vie, cette animation extraordinaire que les intérêts financiers sont seuls capables de donner aujourd'hui à des villes sérieuses. Tout à coup, de puissants jets de magnésium ou de lumière électrique, grossis 100 000 fois, partent du sommet de quelques collines fleuries, enchantant des jeunes ménages, d'une colline analogue par exemple à notre cher Montmartre. Ces jets lumineux, maintenus par d'immenses réflecteurs versicolores, envoient brusquement au fond du ciel, entre Sirius et Aldébaran, l'œil du taureau, sinon même au milieu des Hyades, l'image gracieuse de ce jeune adolescent qui tient une écharpe sur laquelle nous lisons tous les jours avec un nouveau plaisir ces belles paroles. On restitue l'or de tout emplette qui a cessé de ravir. Peut-on bien s'imaginer les expressions différentes que prennent alors toute cette tête de la foule, ces illuminations, ces bravos, cette allégresse? Après le premier mouvement de surprise, bien pardonnable, les anciens ennemis s'embrassent, les ressentiments domestiques les plus amers sont oubliés. On s'assoit sous la treille pour mieux goûter ce spectacle à la fois magnifique et instructif. Et le nom de M. Grave, emporté sur l'aile des vents, s'envole vers l'immortalité. Il suffit de réfléchir un tant soit peu pour concevoir les résultats de cette ingénieuse invention. Ne serait-ce pas de quoi étonner la grande ours elle-même, si soudainement surgissait entre ses pattes sublimes cette annonce inquiétante: faut-il des corsets? Oui ou non? Ou mieux encore, ne serait-ce pas un spectacle capable d'alarmer les esprits faibles et d'éveiller l'attention du clergé que de voir apparaître sur le disque même de notre satellite, sur la face épanouie de la Lune, cette merveilleuse pointe sèche que nous avons tous admirée sur les boulevards et qui a pour exergue à l'hirsute? Quel coup de génie! Si dans l'un des segments tirés entre le nu de l'atelier du sculpteur, on lisait enfin « Vénus, réduction Kaula ». Quel émoi! Si, à propos de ces liqueurs de dessert dont on recommande l'usage à plus d'un titre, on apercevait dans le sud de Régulus, ce chef-lieu du lion, sur la pointe même de l'épi de la Vierge, un ange tenant un flacon à la main, tandis que sortirait de sa bouche un petit papier sur lequel on lirait ces mots « Dieu, que c'est bon !» Bref, on conçoit qu'il s'agit ici d'une entreprise d'affichage sans précédent, à responsabilité illimitée, au matériel infini. Le gouvernement pourrait même la garantir, pour la première fois de sa vie. Bien, maintenant, moi, je voudrais quand même vous interroger sur ceci. Il est vrai, vous l'avez dit, que Villiers de l'Isle-Adam a été un long temps occulté, d'abord de son vivant, pour surgir ensuite, surtout avec les 11 volumes des œuvres complètes du Mercure de France, enfin, qui, je crois, ont été repris en reprint chez Zlatkin à Genève. Et ensuite, de nouveau une éclipse, mais ça, il est victime effectivement du retour ou du mouvement anti-symboliste, enfin, qui va caractériser une partie du début du siècle, disons. Et puis, vers les années 30, il revient en force.
Ce qui me frappait, c'est parce que je lisais l'autre jour un livre d'un Américain, William Carlos Williams, dans lequel il y a un texte absolument remarquable, qui date de ces années 30, sur Edgar Poe. Et je me disais, c'est très curieux, parce que finalement, ce retour d'Edgar Poe en Amérique, dans les années 30, est assez contemporain, et peut-être à rapprocher du retour de Villiers-l'Isle-Adam dans l'intelligentsia française à la même époque, c'est-à-dire dans les années 30. Certainement, et cela d'autant plus que Villiers, lorsqu'il s'est mis à écrire des contes, a déclaré ouvertement, c'est dans une de ses lettres, qu'il allait se mettre à écrire de l'Edgar Poe. Oui. Et qu'il s'inscrit directement dans cette filiation, et volontairement. Alors, Jean-Claude Renaud, pourquoi avoir réédité Axel ? Contrairement à monsieur Pierre Citron, moi, je considère qu'Axel, c'est le chef-d'œuvre de Villiers-l'Isle-Adam, parce que la connaissance que j'ai de Villiers-l'Isle-Adam, j'estime qu'elle est entièrement contenue dans ce texte, c'est-à-dire qu'on retrouve le symbolisme de Villiers, on retrouve un certain sens dans les descriptions, il y a tout un côté baroque, et c'est vrai que que l'on retrouve tout le temps, disons avec une force plus ou moins grande, ou dans ses contes cruels, ou dans les futurs. Il est évident que, par exemple, au début d'Axel, dans le premier acte, c'est la fin du premier acte, lorsque Sarah fait rentrer l'archiprêtre, ou je ne sais pas de quel titre il le nomme, dans la trappe où il voulait, dans l'Inpace où il voulait lui-même l'enfermer, ça pourrait être la matière d'un conte cruel, effectivement. Oui, ça pourrait l'être, mais le ton est malgré tout extrêmement différent. Et oui. Le ton est beaucoup plus tendu, beaucoup plus constamment hiératique. L'ironie existe dans Axel, mais elle est plus difficilement perceptible. Je crois que c'est autre chose. Oui, c'est peut-être autre chose. Mais il y a encore un autre aspect. Alors je me tourne vers Patrick Beignet, qui est, comme vous le savez, un grand spécialiste de Jarric, pataphysicien éminent. Parce que moi, ce qui m'a frappé en relisant votre édition, Pierre Citron, des contes cruels, c'est un aspect Alphonse Allais. Oui, certainement, un aspect. Là aussi, je ne veux pas diminuer Villiers, mais enfin, c'est le côté chroniqueur de l'époque. Villiers a collaboré à des périodiques auxquels Allais, quelques années plus tard, pouvait lui-même collaborer. Je pense à un conte un genre. Non, mais très précisément un conte comme la méthode du docteur Tristan, par exemple. Ça pourrait être absolument signé Alphonse Allais, dans ses bons jours. Alors, je ne sais pas si ce serait les meilleurs jours d'Allais. Et je ne suis pas sûr non plus que ce soit tout à fait les meilleurs jours de Villiers. Non, mais enfin, ça peut être les mauvais jours de l'un et les bons jours de l'autre, ça c'est possible. Non, mais enfin, ce qui me frappe en relisant, comme ça, coup sur coup, 5 ou 6 volumes de Villiers-l'Isle-Adam, et en attendant donc surtout l'édition promise par Castex et Rett, ce que je trouve, c'est, vous voyez, nous avons évoqué Allais, nous avons évoqué Péladan, nous avons pu évoquer d'autres, les histoires désobligeantes aussi d'ailleurs, n'est-ce pas, les Prosmoros de Remy de Gourmont, certains Marcel Schwab aussi. C'est une sorte de plateforme, ce Villiers-l'Isle-Adam, qui essaime, enfin. Alors, est-ce que cet essaimage, c'est l'air du temps, ou bien est-ce que c'est une influence réelle? Est-ce que les idées, ou la façon d'écrire, ou le texte même de Villiers-l'Isle-Adam se répercute comme ça parce que c'est l'époque qui le veut, ce que j'appelle l'ère du temps, ou bien est-ce que vraiment ces gens-là se sont dit, tiens, voilà quelqu'un qui parle d'une façon nouvelle. Et quand quelqu'un parle d'une façon nouvelle, qu'on le veuille ou non, on essaie quand même de lui emboîter le pas. Il me semble qu'il y a l'impact d'une personnalité et que les gens de l'époque l'ont senti. Naturellement, s'il n'y avait pas eu un certain accord entre cette personnalité et l'époque, il n'y aurait pas eu d'écho. Bien sûr. Mais il y a eu quand même un grand choc personnel qui a provoqué un certain nombre d'échos. Je crois qu'il y a aussi une image de l'œuvre que donne Villiers de façon très forte. Et on pourrait ici parler de l'œuvre non écrite de Villiers. Je ne fais pas tellement allusion aux contes qu'il disait, qu'il racontait de façon merveilleuse sans les écrire, mais plutôt
une sorte de grand mythe de l'œuvre littéraire où tout peut être dit, qu'il a un peu matérialisé dans Axel, d'où les contradictions qu'on trouve dans Axel, mais qui aussi, dès Isis, dès son premier roman, dès le Faust qu'il annonçait souvent dans sa jeunesse, Villiers a toujours essayé de tout inclure dans une œuvre qui par là même devenait impossible. Alors, je pense que ça, c'est très juste et très frappant, parce que je pense que c'est un peu ce que Villiers, qui avait été voir Wagner en compagnie de Judith Gauthier et de Catulle Mendès, a interprété. Enfin, il a interprété Wagner comme un spectacle total. De la même façon, je pense que lui voulait, ou tendait, vers une œuvre totale, elle aussi. Oui, dans certaines parties de son théâtre, je crois que c'est dans le Nouveau Monde, il y a même des scènes presque symphoniques où tout le monde parle à la fois, qui sont assez extraordinaires. Qui avait frappé Verlaine. Et qui avait frappé Verlaine. Oui, et on voit à ce moment-là que quelqu'un comme Dujardin, enfin, ou un peu plus tard, va lui aussi vouloir faire un théâtre qui se jouerait à la fois dans plusieurs quartiers, avec des pièces qui se multiplieraient les unes dans les autres, pénétreraient les unes dans les autres, oui, si bien que ça faisait de la ville le théâtre même. Il y a un système de quadriphonie littéraire assez extraordinaire. Et c'est pas une leçon wagnérienne, quand même. Ah, c'est sûrement une leçon wagnérienne. Enfin, une interprétation française de Wagner. Alors, il faudrait évidemment revenir à la revue wagnérienne pour voir ça de plus près, mais pour le moment, nous allons laisser Sarah en compagnie d'Axel, puisque nous avons beaucoup évoqué cette œuvre, et puis nous allons renvoyer l'auditeur au livre que j'ai cité de Villiers l'Isle-Adam, à savoir aux éditions Plasma chez Les Passants et Axel, aux éditions Jacques-Marie Lafont Isis, aux éditions L'Âge d'Homme L'Ève Futur et aux éditions Garnier Flammarion, surtout Découverte. Sois indulgent pour toi-même, enfant. Est-ce donc pour moi que je veux vivre? Ne me tue pas. À quoi bon? Je suis inoubliable. Sais-tu ce que tu refuses? Toutes les faveurs des autres femmes ne valent pas mes cruautés. Je suis la plus sombre des vierges. Je crois me souvenir d'avoir fait tomber des anges. Hélas, des fleurs et des enfants sont morts de mon ombre. Laisse-toi séduire. Je t'apprendrai les syllabes merveilleuses qui enivrent comme les vins de l'Orient. Je puis t'endormir en des caresses qui font mourir. Je sais le secret des plaisirs infinis et des cris délicieux, des voluptés où toute espérance défaille. Ô t'ensevelir en ma blancheur, où tu laisserais ton âme comme une fleur perdue sous la neige. Te voiler de mes cheveux, où tu respirerais l'esprit des roses mortes. Cède, je te ferai pâlir sous les joies amères. J'aurai de la clémence pour toi lorsque tu seras dans ces supplices. Mon baiser, c'est comme si tu buvais le ciel. Les premiers souffles du printemps sur les savanes sont moins tièdes que mon souffle, plus pénétrant que la fumée des cassolettes qui brûlaient dans les sérails de Cordoue, plus chargé d'oubli que les senteurs des lames de cèdre clouées par les magiciens aux arbres des jardins de Bagdad pour humilier les fleurs divines. Reconnais dans mes yeux l'âme des belles nuits. Lorsque tu marchais dans les vallées et que tu regardais les cieux, je suis cet exil aux inconnues étoiles que tu cherchais. Je donnerais tous les trésors pour être le tien éternel. Oh, quitter la vie sans avoir baigné de larmes tes yeux, ces fiers astres bleus, tes yeux d'espérance. Oh, sans t'avoir fait frémir sous les profondes musiques de ma voix d'amour. Songe, ce serait affreux, ce serait impossible.
Renoncer à ceci passe mon courage. Abandonne-toi, dis Axel, Axel, et je te forcerai de balbutier sur mes lèvres les aveux qui font le plus souffrir. Et tous les rêves de tes désirs passeront dans mes yeux pour multiplier ton baiser. Ton nom, s'il doit brûler les lèvres, que je le redise. Sarah. Sarah. Je ne suis plus solitaire. Ainsi, tu me laisses vivre? Quel serait parmi les rois l'insensé qui, de toutes ces astrales pierreries, n'incendierait pas la nuit de tes cheveux? À toi seul, à toi cet amoncellement radieux, ces splendeurs que tu as ressuscitées. Laisse-moi contempler seulement ta pâleur mortelle. Je veux m'asseoir à tes pieds et souffrir à mon tour du mal des humains. Aimer, c'est cela sans doute. N'est-ce pas, Sarah ?